Salut les déesses, je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai lu un article qui est vraiment intéressant. En fait, j'ai lu plusieurs articles du magazine Elle. Je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo qu'il était important que vous soyez vraiment à l'affût des informations et notamment de la culture un peu générale, mais de la culture mode, de la culture de la société de manière générale. Et moi, c'est pour ça que je me suis abonnée au magazine Elle, puisque ça regroupe vraiment ces thématiques-là. Et c'est pas très cher, donc moi, je suis abonnée pour 4 euros, à peu près 4,99 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher par mois. Et vous tombez sur des articles qui sont vraiment intéressants. Cette semaine, je suis tombée sur 2 articles, plutôt 3, sur la femme et sur son appauvrissement dans le couple, quand elle est en couple, quand elle est mariée, et les questions vraiment sur l'argent. Et je trouve que c'est des questions finalement qui ne sont pas assez abordées, même quand vous êtes en relation avec des hommes. Vous ne posez pas tellement cette question-là, alors que c'est une question qui est vraiment primordiale. C'est comment vous gérez l'argent dans le couple. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et je voulais faire le parallèle également avec la miniature que j'ai mis. Alors pourquoi skincare, j'ai mis danger, stop? Parce que je trouve qu'il y a une vague. Alors je dis pas que c'est malsain, hein. Il y a une vague de vidéos skincare qui est très bien. Voilà, j'ai jamais vu autant de vidéos skincare depuis ces mois-ci. Ça fait quelques années que les vidéos skincare sont en vogue. C'est très bien dans le sens où oui, il faut que vous preniez soin de vous. Moi, ma chaîne, c'est également la féminité. Après, c'est pas uniquement la féminité dans le sens physique, extérieur, mais c'est aussi également féminité dans l'intérieur, les énergies féminines. Euh, voilà, vraiment, il n'y a pas que le physique, mais vraiment l'intérieur, le mental, voilà, dans quel état d'esprit vous êtes. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est pas une chaîne qui va être axée vraiment que physique. Pour moi, c'est très important qui est le mental. Pour moi, on peut pas travailler le physique si le mental n'est pas là. Voilà, le physique reflète quand même le mental. Si vous vous habillez très bien, vous êtes apprêté, on voit que dans votre vie ça va bien, on voit que vous avez le temps de prendre soin de vous. Et pourquoi vous avez le temps de prendre soin de vous? Parce que peut-être que vous êtes une femme organisée. Vous êtes une femme qui savait que l'image c'est très important aujourd'hui dans notre société et que vous ayez une image qui soit impeccable, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Une personne qui ne fait pas ses ongles, etc., on va tout de suite penser qu'elle n'a pas le temps, elle ne sait pas s'organiser. Et pour moi, donc pourquoi je fais cette vidéo-là et pourquoi ces articles-là, on va dire, vraiment mis la puce à l'oreille, c'est parce que on mise surtout sur tout ce qui est skincare, physique, etc. Mais il y a un point qui est vraiment important dans la vie de femme, c'est la notion d'argent. Et c'est vrai que la notion d'argent, on a tendance à toujours se dire, comme c'est le mari qui est censé être pourvoyeur, c'est à lui de gérer l'argent. Mais en fait, non, c'est pas seulement à lui de gérer l'argent. Alors certes, c'est lui qui va, on va dire, fournir davantage le capital économique dans le couple. Ça, ok. En tout cas, c'est ma façon de penser à moi. Mais c'est pas parce que le mari est pourvoyeur que vous n'avez pas le droit d'avoir, entre guillemets, votre regard sur l'épargne du couple. Vous avez le droit et vous avez le devoir surtout de savoir combien il y a sur, par exemple, je ne sais pas si par exemple vous faisiez un compte commun, vous avez le devoir de savoir quel montant il y a sur votre compte commun. Vous avez le devoir et le droit de savoir comment votre conjoint gère l'argent. Vous avez le droit et le devoir de remplir avec votre mari la vie d'imposition tout simplement. Et ça, c'est des notions, je trouve, que certaines femmes n'ont pas. Ou alors, je sais pas, vous n'avez pas la connaissance, vous dites, c'est mon mari qui est pourvoyeur, donc c'est à lui de gérer. Mais en tant que femme, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Votre mari, il peut peut-être du jour au lendemain partir avec quelqu'un d'autre. Il peut du jour au lendemain mourir. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez à gérer toute la paperasse. Vous ne savez pas gérer la paperasse de une.
De deux, vous ne savez même pas quels étaient ses comptes, etc. Enfin, je ne vous demande pas peut-être de savoir ses mots de passe, etc. de son compte personnel, mais de savoir ce qui se passe dans ses finances, de savoir ce qui se passe dans le compte commun, de remplir ensemble l'avis d'imposition, c'est très important. Et alors ça c'est la partie quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, mais même avant, dans le choix de votre conjoint, la notion d'argent, la notion de comment vous souhaitez gérer votre argent, quelle est votre vision de l'argent dans le couple, ça c'est des questions que vous devez poser à votre partenaire avant de vous engager avec. Donc voilà, il faut pas... Alors ça c'est une vague que je vois sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux de manière générale. C'est très bien de prendre soin de soi, de mettre de la pommade, de gommer son visage, etc. En tant que femme, vous devez entre guillemets maintenir votre beauté le plus longtemps possible. Vous devez prendre soin de vous, ça c'est une évidence. Mais il ne faut pas oublier la notion également de self-care money. C'est très important pour vous de savoir gérer l'argent. Et parfois, il y a des femmes qui n'ont pas d'intelligence financière. Et ça, l'intelligence financière, c'est pas des choses qui vous sont apprises dans les bancs de l'école. À part si vous faites des études de finance, ok. Mais si vous êtes, si vous faites pas des études de finance, si vous n'êtes pas comptable, etc. Pour la plupart, c'est des notions parfois qui sont vraiment entre guillemets étrangères. On ne vous demande pas d'être un as de la finance du jour au lendemain, mais de vous intéresser en fait à ces informations-là, de lire des livres, des ouvrages. Si vous n'avez pas le temps de faire vos propres recherches, de lire des rapports, etc., il y a des livres, c'est vraiment des ouvrages où l'information est condensée, où la personne qui a écrit le livre, l'auteur, a rassemblé plusieurs études, des rapports, etc. pour pouvoir faire son livre. Donc c'est vraiment un condensé d'informations. Je vous invite vraiment à lire des livres qui traitent vraiment de l'information financière, de comment acquérir une intelligence financière, de vous former également. Ça peut être des formations via des personnes qui ont vraiment cette connaissance. Après, ça toujours, hein, c'est ce qu'on nous apprend à l'école même, toujours vérifier les sources, même si vous parlez avec des coachs, même si vous parlez avec des personnes qui sont certifiées, même si vous parlez avec des personnes qui sont professionnelles du secteur, il faut quand même toujours vérifier l'information, faire votre propre recherche, et c'est comme ça que vous allez acquérir petit à petit des notions financières pour ne pas être perdu. Mais il faut vraiment arrêter de vous dire que c'est au mari de gérer toute la partie financière et que vous n'avez aucun regard, ou parce que ça ne vous concerne pas, ou parce que c'est chiant, etc. Je vous assure que plus vous vous y mettrez tôt, et plus vous allez être apaisé également. Pour avoir un apaisement mental, mais également vraiment avoir des notions dessus, et pour vous éviter toutes mes aventures avec votre mari, il faut vraiment que vous développez une intelligence financière. Ça c'est vraiment important. Et il ne faut pas uniquement investir uniquement sur des produits capillaires, des produits skincare pour la peau, pour le corps, etc. Les ongles, oui, il faut vous maintenir, oui, il faut être propre, oui, il faut avoir une hygiène impeccable pour une femme, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas que votre budget passe uniquement par tout ce qui est skincare. Faut vraiment pas. Quand je vois par exemple des vidéos YouTube où je vois des filles qui ont des milliers de produits, est-ce que elles ont réellement besoin de ça? Est-ce que vous avez réellement besoin de ça en fait? C'est pas le plus important. Certes, oui, vous devez avoir des produits, mais vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 produits. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est que il faut vraiment que vous faites attention. Ces youtubeuses-là, je pense, pour la plupart en tout cas, celles qui ont 100 000 abonnés, etc., elles ont le budget pour payer tous ces produits-là. Et en plus de ça, elles ont des partenariats qui leur envoient des produits en fait. Donc c'est pour ça qu'elles ont également beaucoup de produits dans leurs tiroirs, dans leurs armoires. Mais vous n'êtes pas youtubeuse, vous n'avez pas 100 000 abonnés peut-être. Vous n'avez peut-être pas le budget que ces youtubeuses-là ont. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une salle de bain avec 10 000 produits. Si vous avez le budget, tant mieux, ça je dis pas, mais
Si vous n'avez pas le budget, vous avez des petits budgets, pour moi le plus important c'est d'avoir le self care money et pas le budget skincare quoi. Le budget skincare, vous pouvez avoir deux trois pommades, vous pouvez avoir deux trois nettoyants, et encore un nettoyant, deux nettoyants c'est suffisant en fonction voilà de la nature de votre peau, mais ne gaspillez pas tout votre argent sur des skincare. Je ne dis pas, si vous pouvez faire, si vous avez le budget pour avoir beaucoup de produits skincare et vous vous intéressez à l'intelligence financière, que vous vous informez dessus, que vous lisez beaucoup de livres, que vous avez l'intelligence financière tout simplement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir les deux. L'idée, c'est pas. Je suis pas en train de vous dire que vous devez choisir entre skincare et le self-care money. Si vous pouvez avoir les deux, c'est très bien. Félicitations. Mais si vous ne pouvez pas avoir les deux, je vous conseille vraiment euh, d'orienter votre budget vers le développement de votre intelligence financière. C'est vraiment le plus important. Donc là, je vais vous mettre également des copies écran des articles du magazine Elle que j'ai lu. Je vais également vous les lire au cas où si vous avez la flemme de regarder, sachant que vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour lire l'article vous-même. Mais vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est vraiment une notion que vous devez développer. Donc si vous devez faire un choix entre skincare et le self-care money, je vous invite vivement à choisir le self-care money. Le self-care money, ça passe par le développement de votre intelligence financière, par l'achat de livres, vraiment vous intéresser à comment je développe l'intelligence financière, comment je m'en sors si par exemple je suis en couple avec un homme, si jamais il part du jour au lendemain, si jamais il décède, ce que je vous souhaite pas évidemment, mais est-ce que de votre côté vous avez une épargne suffisante pour gérer votre vie et gérer peut-être la vie également de vos enfants que vous allez avoir avec votre partenaire? Est-ce que tout est mis en ordre? Est-ce que vous avez, alors je sais pas, selon ce que vous avez fait pour votre mariage, est-ce que vous avez fait un contrat de mariage ou pas? Est-ce que il y a un testament? Est-ce que votre mari a fait un testament? Voilà, comment vous gérez l'argent dans le couple dans le couple de manière quotidienne? Est-ce que vous faites un compte épargne? Oui, non. Un compte épargne, pas un compte épargne. Est-ce que vous faites un compte commun? Oui ou non? Il faut absolument que vous ayez un compte épargne. N'attendez pas d'être marié pour faire un compte d'épargne. Il faut absolument que vous fassiez un compte d'épargne le plus tôt possible. Même quand vous êtes adolescente, dès que vous recevez de l'argent, vous faites un compte épargne. Si vous êtes mineur, vous demandez à vos parents, si vos parents n'ont pas encore fait, euh, de vous créer un compte tout simplement. Moi, mon premier compte, il a été fait quand j'avais 17 ans. Voilà, et l'ouverture de compte, c'était à peine 50 euros. Donc voilà, c'est mon père qui m'a ouvert un compte quand j'avais 17 ans. Voilà, donc dès que vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté, d'avoir votre livret épargne, vous mettez de l'argent dedans et vous mettez un certain montant tous les mois selon ce que vous percevez comme salaire. Mais il est vraiment très important de mettre de l'argent de côté, que ce soit un compte épargne précaution, si jamais il y a un souci qui arrive, un décès de vos frères, un décès de vos parents, peu importe, il faut que vous ayez de l'épargne de côté. Qu'il vous arrive un pépin, je ne sais pas, par exemple, vous avez une voiture, votre voiture du jour au lendemain elle tombe en panne, il faut que vous ayez vraiment une épargne de précaution. Après, vous pouvez faire plusieurs épargnes. La plus importante étant l'épargne de précaution, bien évidemment. Mais vous pouvez avoir une épargne, je ne sais pas, une épargne voyage, par exemple. Si par exemple un jour vous souhaitez aller en voyage, vous pouvez avoir d'autres types d'épargne. Il faut que vous ayez une assurance vie également. Voilà, mais tout ça, il faut que vous ayez de manière générale une intelligence financière. Et moi, pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que j'ai lu cet article-là que j'ai trouvé très intéressant et surtout parce que je pense qu'il y a des femmes qui ne pensent pas assez à ça et quand on est bombardé tout le temps de vidéos skincare, on a l'impression que votre seul but dans la vie c'est d'avoir 10 000 produits, d'avoir le dernier produit Fenty ou je sais pas quoi qui permet à la peau de briller, etc. Oui, il faut que vous preniez soin de vous, mais il ne faut pas que le budget skincare soit plus important que votre budget, on va dire, mental, votre budget, votre capital économique, votre capital culturel, mais votre intelligence financière de manière générale. Et ça, c'est très important. Je vais vous lire également un passage d'un livre que j'ai découvert il y a peu. Je ne l'ai pas encore acheté.
mais parce que c'est vraiment un livre qui est axé sur la couture, etc. Mais en fait, il y a un extrait dans la préface que j'ai trouvé vraiment intéressant, que je vais vous lire également. Alors, là voilà. Alors, il s'agit du Manuel des demoiselles ou arts et métiers. Donc, c'est un livre qui a été fait il y a très longtemps. Et donc, vous pouvez voir dans l'avant-propos, il y a écrit: ce manuel, dont le titre seul annonce l'utilité générale, enseigne tous ces petits ouvrages de main avec lesquels toutes les femmes doivent être familiarisées, quelle que soit d'ailleurs leur instruction et leur position dans le monde. Comme sans suivre exactement les caprices de la mode, il est entièrement au niveau des usages actuels. Il leur offrira à la fois un moyen d'économie et un sujet d'amusement. Il peut même créer des ressources à celles que frapperaient de subits revers. Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Ça veut dire que dans ce manuel-là, on vous explique un peu l'art de la couture, de la broderie, du tricot, de la dentelle, tapisserie, les bourses, les ouvrages enfilés, etc. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce que même dans l'ancien temps, où les hommes étaient censés être pourvoyeurs, on dit tout de même dans ce livre-là que les femmes doivent avoir toutes ces compétences-là, donc couture, broderie, etc. Et que c'est pas juste pour s'amuser ou juste pour acquérir des compétences dans ces domaines-là, mais que ça peut être également, ça peut créer des ressources pour celles qui auraient, par exemple, euh, des choses éventuellement qui leur arriveraient dans leur vie. Voilà, ça peut être le décès de quelqu'un, comme je vous le disais tantôt, ou autre. Mais ces moyens-là, la couture, la broderie, pouvaient servir à ces femmes-là de se créer une bourse, donc en gros un peu d'épargne, de l'argent dans tous les cas, pour subvenir à leurs besoins en fait. Et donc c'est très important, même aujourd'hui, en 2024, que vous ayez l'intelligence financière et de savoir épargner pour vraiment subvenir à votre besoin. Même si vous êtes marié, vous devez jamais laisser uniquement votre mari la charge de tout ce qui est finance dans le couple. Ça vraiment, si vous faites ça, je vous assure que tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Je vais vous lire les articles. Donc le premier article: alors, comment le divorce affecte le niveau de vie des enfants chez maman? C'est la galère. Une étude publiée conjointement par l'INED et France Stratégie mercredi 31 janvier, donc 2024, s'est intéressée au niveau de vie des enfants après la séparation des parents. Une avocate en droit des familles réagit aux conclusions mises en avant dans cette synthèse. La séparation des parents expose drastiquement les enfants à une baisse de leur niveau de vie. Elle serait de 19% en moyenne l'année de la rupture et toujours de 12% 5 ans après, d'après une étude de France Stratégie et de l'INED. Donc l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Des données obtenues grâce à un panel de 753 000 enfants suivis entre 2011 et 2019. L'étude souligne d'ailleurs un point important. Cette baisse du niveau de vie est plus importante chez les enfants qui résident principalement avec leur mère. Donc les enfants sont à 44%, 44% des enfants vivent principalement chez leur mère contre 23% chez leur père. Quand vous êtes une femme qui gagne 2 000 € et que vous venez de divorcer, il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois. Dans une société où les femmes gagnent 24,4% de moins que les hommes, il est au premier abord logique que cette baisse soit enregistrée. Les hommes gagnent plus par définition, la baisse de leur niveau de vie se fait moins ressentir, et donc l'enfant est moins bien loti chez sa mère, confirme Nadia Bouria, avocate au barreau de Bruxelles et spécialisée en droit de la famille. Cette baisse du niveau de vie est effectivement plus marquée quand les enfants sont déclarés résider fiscalement avec la mère plutôt qu'avec le père, de 25% l'année de la séparation dans la première situation, de 11% dans la seconde, détaille l'étude. En dépensant le minimum, votre enfant vous coûte 500 € par mois, sans compter les extras, activités, restaurants. Quand vous êtes une femme qui gagne 2 000 € et que vous venez de divorcer, il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois, soutient Nadia Bouria. D'où le fait que vraiment, quand vous faites des enfants également, il faut budgéter ça. Ça veut dire que un premier enfant, vous savez que ça va vous coûter minimum 500 € par mois. Est-ce que c'est judicieux d'en faire 6? Est-ce que c'est judicieux d'en faire 5 selon votre portefeuille? Vraiment, un enfant, c'est déjà beaucoup. Et encore, là, ils disent qu'ils ne codent pas les extras, donc tout ce qui est activité extrascolaire, tout ce qui est restaurant. Donc, ils ne codent pas non plus école privée également.
le fait que vous mettez votre enfant en école privée. Donc tout ça, il faut vraiment le budgéter avant d'avoir un enfant. Il y a plein de choses à budgéter avant d'avoir un enfant. On n'a pas un enfant comme ça, juste pour le plaisir d'avoir un enfant, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment budgéter l'arrivée de votre enfant et épargner au maximum avant l'arrivée de celui-là. Bon, je continue. Les mères prennent en charge les tâches les plus chères. Deuxième explication selon l'avocate, nous sommes toujours dans une société où la femme est dans une position de caregiver, soignante. C'est un constat que j'observe chez mes clientes. Elles sont nombreuses à prendre en charge les tâches les plus chères concernant leur enfant, comme les rendez-vous médicaux ou les activités extrascolaires. Débordées, elles en oublient parfois de demander le remboursement à leur ex-mari ou elles ne le font tout simplement pas par manque de temps. De ce fait, ces mères dépensent au-dessus de leurs moyens pour subvenir aux besoins des enfants. Et puis bon, moi je suis persuadée qu'il y en a qui ne demandent même pas parce que elles ont juste peur tout simplement de leur mari, de ce qu'il va leur répondre. Ensuite, autre point, 1 an après la séparation, cette différence du niveau de vie entre les deux parents est toujours visible, alors que 5 ans après, il n'y a plus d'écart observable pour les enfants qui résident majoritairement chez leur père. Pour Nadia Bourya, les hommes sont plus nombreux à retrouver quelqu'un rapidement après le divorce. Et ça a été également démontré dans le livre de Jean-François Amadieu. A contrario, les femmes se concentrent sur le bien-être des enfants et n'ont pas la tête à rencontrer quelqu'un d'autre. L'étude publiée par France Stratégie mentionne effectivement la remise en couple du parent qui a la garde comme un moyen de rééquilibrer les dépenses du foyer. En plus, c'est vrai, la plupart du temps, les femmes, elles s'occupent souvent de leur enfant, c'est elles qui ont la garde de l'enfant. Et la plupart du temps, elles vous sortent tout le temps des discours du type non, je vais me repositionner quand mon enfant il sera grand. Mais bon, ça vraiment c'est vraiment une erreur. Ensuite, le divorce appauvrit les femmes. Les conclusions de cette étude font étroitement écho au sujet de la dépendance financière dont les femmes sont majoritairement victimes au sein du couple. Quand Nadia Bourya reçoit ses clientes pour la première fois, elle remarque un point commun. La femme a mis peu d'argent de côté pendant ses années de mariage. C'est la théorie du pot de yaourt, où l'homme investit dans des briques et une voiture pendant que la femme paye les courses. Il faut avoir l'audace de parler d'argent avant de s'engager dans une relation. Donc ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Pour que les dépenses ne soient pas égales, mais équitables. Alerte l'avocate bruxelloise qui déconseille fortement le 50-50 lorsque les deux salaires du foyer ne sont pas identiques. Beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent gérer la situation car elles ont un salaire convenable, mais elles ne se rendent pas compte à quel point le divorce appauvrit les femmes, prévient Nadia Bourya. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas affectés par le divorce. Ils le sont, mais dans une moindre mesure et moins longtemps, estime l'avocate. C'est au moment du divorce qu'ils ne se rendent compte d'à quel point madame prenait en charge sur son salaire. On verra dans la partie 2 un autre article, donc la dépendance financière, pourquoi la femme s'appauvrit quand elle est en couple. Ça, je vous lirai l'article après. Dans ce cas de dépendance financière, la mère ne peut généralement pas racheter la partie de la maison dont elle était propriétaire. Les séparations entraînent un déménagement pour 6 enfants sur 10 dans les 3 ans qui suivent la séparation, dont 38% l'année de la rupture. Des déménagements plus fréquents pour les enfants qui vivent avec leur mère, appuie l'étude de France Stratégie. Ainsi, les enfants du divorce seraient moins nombreux à vivre dans un logement dont leur mère est propriétaire après la séparation. Un risque de pauvreté accru. Le risque de pauvreté chez l'enfant est de 40% au moment de la séparation quand ce dernier réside chez la mère, contre 29% quand ce dernier réside chez le père et de 13% quand l'enfant est en résidence alternée. Donc vous voyez que quand l'enfant est en résidence alternée, le risque de pauvreté est moindre, beaucoup moindre que si l'enfant résidait uniquement chez la mère. Pourtant, ces chiffres sont amortis par plusieurs facteurs, conclut le rapport. Les prestations sociales qui représentent une part beaucoup plus importante des ressources de ces ménages après la séparation, mais aussi les pensions alimentaires qui représentent un peu moins de 10% en moyenne des ressources des ménages des enfants résidant chez leur mère après la séparation. Autre observation relevée par l'étude, plus les enfants viennent d'une famille aisée, plus l'abaissement de leur niveau de vie est marqué après la séparation des parents. Il est de 20% l'année de la séparation pour les 20% d'enfants issus des ménages les plus aisés, contre 6%
pour les 20% d'enfants issus des ménages les plus modestes. Analyse cette même étude. Donc en gros, on est en train de vous dire que plus l'enfant il vient d'une famille aisée, et plus le niveau de vie il baisse drastiquement. Le père achète leur amour avec des cadeaux. Si ce point n'est pas mentionné dans l'étude, il est important de mettre en avant l'aspect psychologique de cette baisse de la qualité de vie chez la mère. Quand on est enfant, avoir un jardin, une maison, ça fait toute la différence, mentionne Nadia Bourria. Quand la mère se retrouve dans un appartement alors que le père a gardé la maison familiale, c'est assez évident. Chez papa, c'est la vie de rêve, chez maman, c'est la galère. Elle constate pourtant le sacrifice des mères pour faire passer leurs besoins après ceux de leurs enfants. Mais dans certains cas, mes clientes observent que le père achète leur amour avec des cadeaux. Donc voilà pour ce premier article-là. Mais de manière générale, il vous dit bien que la séparation fait que la femme, elle va davantage investir dans le besoin de son enfant, mais que le niveau de vie de manière générale va drastiquement baisser. Et il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles divorcent, donc cette avocate le dit elle-même, elle a observé, je dirais, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne mettent pas de côté, qui n'épargnent pas pendant le mariage. Faut vraiment être stratégique, ça veut dire que ce soit avant le mariage ou que ce soit pendant le mariage, il faut que vous épargniez. C'est pour ça que je dis que l'intelligence financière, elle est vraiment importante. C'est limite une notion de, entre guillemets, de vie ou de mort, si je dirais. Mais il faut vraiment que vous épargniez, que vous soyez marié ou non, que vous soyez célibataire, peu importe. Il faut que vous ayez de l'argent de côté, ça c'est très important. Là, je vais passer au second article. Donc la dépendance financière, pourquoi la femme s'appauvrit quand elle est en couple. À chaque couple, sa façon de gérer son argent. Certains font compte commun, d'autres font bande à part. Mais dans le modèle hétérosexuel où la femme gagne généralement moins que son conjoint, le problème de la dépendance financière est presque inévitable. It's a rich man world. Pendant longtemps, on nous a rabâché que l'argent était une histoire d'homme. Ajoutez à ça une inégalité salariale entre les deux sexes et vous obtiendrez la recette parfaite de la dépendance financière. Plus encore, celle de la violence économique, une inégalité qui se crée dès le début du couple, qui s'accentue lors de la déclaration d'impôt et qui atteint son paroxysme au moment du divorce. Les femmes sont longtemps restées à l'écart des questions économiques. Dans sa carrière, donc on retrouve Nadia Bourria, avocate au barreau de Bruxelles, qui rencontrent régulièrement des femmes désemparées pendant leur divorce. Mariées à l'homme qu'elles aimaient, elles n'ont pas pris conscience de la différence économique que le couple hétérosexuel leur imposait. Et pour cause, en France, une femme gagne en moyenne 24,4% de moins qu'un homme en revenu salarial et 15,5% de moins qu'un homme en équivalent temps plein. Il y a des questions à aborder au début du couple. Avant de savoir comment on décore les murs, il faut savoir comment on gère notre argent. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment très intéressant. Il y a des questions à poser avant même de vous engager avec un homme. Avant même de vous marier avec un homme, il y a des questions à poser avant, dont la gestion de l'argent dans le couple. Quelle est votre vision de l'argent à tous les deux? Comment vous avez l'habitude de gérer l'argent? Est-ce que vous deux, vous avez un compte épargne? Comment vos parents géraient leur argent? Parce que ça va influer également dans votre manière à vous de gérer votre propre argent en fait. Quelle est votre notion de l'argent? Est-ce que pour vous c'est bien d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est mal, etc. Voilà, est-ce que cette personne-là va faire un compte épargne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dépensier, dépensière? Voilà, enfin il y a plein de choses à poser avant même de se marier avec un homme. Donc, un partage des charges financières qui peut passer par un système de dépenses au prorata ou l'élaboration d'un compte commun. Le tout étant de penser aux conséquences pour celui qui gagne moins si jamais il y a rupture. Ce que je constate dans 90% de mes dossiers, c'est que les femmes n'ont aucune culture financière alors que les hommes ont plus la culture de l'investissement, exprime l'avocate. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Et pour cause, les femmes sont longtemps restées à l'écart des questions économiques par éducation et parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes droits sur ces sujets au cours de l'histoire, alors qu'elles sont directement concernées, mentionne Lucille Pétavin, essayiste, historienne et autrice de l'ouvrage Le coût de la virilité. Voilà, traditionnellement, ce sont les hommes qui avaient des droits pour gagner et gérer l'argent du couple. Interdiction de travailler sans l'autorisation du mari, permission d'avoir un compte en banque tardive.
Les hommes sont éduqués à être plus à l'aise avec les chiffres. L'argent, c'est le pouvoir et l'indépendance, et donc ça revenait aux hommes. Un cliché sexiste encore trop ancré dans les mœurs, entraînant souvent une dépendance financière, mais aussi une violence économique. Par conséquent, même si vous êtes avec un homme pourvoyeur, je vous l'ai dit, il est de votre droit et de votre devoir d'épargner. Vous ne savez pas ce qui peut se passer demain, vous devez absolument épargner, même si vous êtes avec un pourvoyeur, même si vous êtes avec une personne qui perçoit plus que vous, encore plus en fait. Parce que comme vous l'a dit le premier article, l'écart de vie est davantage important avec une personne qui percevait beaucoup plus que vous en fait. Et les enfants le ressentent très bien. Donc je continue. La violence économique est une violence psychologique. Je me souviens d'un dossier où le mari gagnait 10 000 euros par mois et sa femme 2 000 euros, raconte Nadia Bouria. Il avait instauré une telle emprise sur elle qu'il avait convaincu de payer toutes les courses et de meubler entièrement leur appartement. Un cas de figure plutôt récurrent au sein des couples que beaucoup appellent la théorie du pot de yaourt. Dans une grande majorité des cas, les femmes ayant un salaire moins élevé que leur mari décident de participer à la hauteur de leurs moyens aux dépenses du couple. Ainsi, le mari investit dans l'immobilier et dans une voiture, et madame compense en payant les courses. En cas de divorce, monsieur se retrouve avec la maison et la voiture familiale, tandis que la femme n'a plus que ses pots de yaourt vides pour pleurer. Au début, on est amoureux, la femme veut aider à la hauteur de ses moyens, mais elle n'a pas conscience qu'elle rentre dans une dépendance, rappelle Nadia Bouria. D'où l'importance de savoir investir également. Vous devez savoir investir dans l'immobilier. Moi personnellement, je ne vous dirais pas d'investir dans une voiture, de faire un crédit ou quoi que ce soit, mais surtout dans l'immobilier. Il faut que vous ayez également, il faut que vous ayez une connaissance donc de la gestion financière, il faut que vous ayez une culture financière, il faut que vous ayez une intelligence financière, et il faut également que vous ayez la culture de l'immobilier, que vous ayez également votre immobilier à vous, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, que vous participiez et que vous ayez également une part dans l'immobilier de monsieur. Et vraiment, il faut que vous mettez beaucoup d'argent de côté parce que si jamais il y a un problème, si par exemple le monsieur il part, il faut que vous puissiez racheter en fait la moitié de l'immobilier, garder vraiment toutes les factures, etc. Ça c'est très important. Mais moi de manière générale, pour que ce soit plus simple, je vous dirais d'avoir votre propre immobilier. Voilà. Donc, je continue. Parfois, cette dépendance est volontaire. Comme le conjoint sait que sa femme est appauvrie, il en déduit qu'elle ne pourra pas partir. On lui a tellement dit qu'elle était bonne à rien qu'elle n'arrive plus à raisonner. Sortir de ce schéma est très difficile, poursuit l'avocate. La violence économique fait partie des violences psychologiques. Les maris violents ne vont pas commencer par lever la main tout de suite. Ce sont des remarques sur les capacités intellectuelles, sur le physique et des insultes. En disant à sa conjointe « verse-moi le salaire, je m'en occupe », toi tu ne sais pas faire, une emprise se crée et la femme finit par croire qu'elle n'est pas faite pour gérer les comptes. En fin de course, les femmes restent par peur de ne pas s'en sortir financièrement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est très important de savoir gérer l'argent. Je continue. Le 50-50, c'est égal, pas équitable. Autre solution, par amour, beaucoup acceptent de partager les charges financières à part égale. Résultat, en cas de séparation, les femmes se rendent compte qu'elles n'ont pas eu l'occasion de mettre de l'argent de côté. Les hommes ont cette tendance à penser qu'ils sont égalitaires en imposant le 50-50. Mais le 50-50, c'est égal, pas équitable, indique Nadia Bouria. Donc même l'avocate vous dit que les histoires de 50-50, là, c'est pas égal. Il faut vraiment que ce soit équitable selon ce que perçoit votre partenaire. Donc si votre mari il perçoit beaucoup plus que vous, c'est à lui de contribuer plus en fait. C'est pas à vous. Donc à ce moment-là, vous pouvez pas faire du 50-50. Faire du 50-50 alors que votre mari il perçoit 3 fois plus que vous, bah c'est de l'arnaque en fait. Donc je continue. Et les femmes ont beaucoup à perdre dans cette bataille financière. Au-delà de l'aspect économique, c'est tout un foyer qu'elles doivent reconstruire au moment de faire leur carton. Leur mari, lui, garde dans la plupart des cas la maison familiale. Au moment du divorce, les femmes n'ont pas toujours l'argent nécessaire pour racheter la part de monsieur, constate Nadia Bouria. Les enfants, quant à eux,
n'ont pas toujours un regard lucide sur la situation et concluent que, chez papa, c'est mieux. Un système d'imposition inégalitaire. Comme si ce n'était pas assez, l'État a aussi sa part à jouer dans la dépendance financière des femmes. Il y a des aides qui sont conditionnées aux revenus du conjoint comme les APL ou la pension de réversion. Vous pouvez être le couple le plus égalitaire du monde, vous pouvez vous faire rattraper par des logiques d'État qui, elles, ne le sont pas, insiste Lucie Quillet, journaliste et autrice de la note La dépendance économique des femmes, une affaire d'État, coécrite avec l'essayiste Lucie Pétavin et publiée par la Fondation des femmes. Donc là, on est en train de vous dire que même l'État est fait, entre guillemets, pour les hommes. C'est pas un système qui a été créé pour, entre guillemets, la femme, en tout cas pour ses intérêts à elle. Pourquoi? Parce qu'on est dans un patriarcat tout simplement. Dans cette note, les deux femmes mettent en avant le caractère inéquitable des systèmes de l'État et notamment celui de la déclaration des impôts. Il existe deux types de taux qui peuvent être appliqués au couple pour conjugaliser l'impôt. Par défaut, un couple marié utilise le taux personnalisé qui consiste à faire la moyenne des revenus des deux personnes et à appliquer le même taux aux deux salaires avec un abattement. Analyse Lucille Quillet, autrice de Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. En simple, une personne mariée va payer plus d'impôts que si elle était seule lorsqu'elle gagne moins que son conjoint. La personne qui gagne le plus, elle, en paiera moins. Donc ça veut dire que si vous utilisez le taux personnalisé, si par exemple vous êtes la femme et que vous percevez moins que l'homme, ça veut dire que vous allez payer plus d'impôts que si vous étiez seul. Alors que votre mari qui gagne beaucoup plus que vous, lui en paiera moins. Parce qu'en fait le taux personnalisé, ça consiste à faire la moyenne. Donc ça veut dire que vous savez très bien que la moyenne, ça veut dire que votre mari, il va avoir un extrême où par exemple il va percevoir 10 000 euros, vous allez être dans les extrêmes en percevant 2 000 euros, donc en percevant moins, en faisant la moyenne des deux, en fait ça va pas du tout être équitable. Lui il paiera moins, mais vous paierez plus en fait. Mais il existe aussi le taux individualisé qui est moins connu. La personne qui gagne le moins va payer la même chose que si elle était seule, et la personne qui gagne le plus va payer plus que le conjoint, mais paie toujours moins que s'il était seul. Continue la journaliste. Donc là, on vous explique que le taux individualisé, il est beaucoup plus équitable que le taux personnalisé. Donc voilà, essayez de vous renseigner par rapport au taux personnalisé et au taux individualisé, mais surtout sur le taux individualisé. En ce qui concerne les impôts, beaucoup de femmes disent « c'est mon mari qui gère ». Mais une déclaration d'impôt, c'est toujours mieux de la faire à deux. Les hommes ne savent pas tout non plus, insiste-t-elle. La solidarité conjugale est un prétexte pour offrir un cadeau fiscal à la personne qui gagne le plus avec une réduction d'impôt. Quand vous êtes en couple, on considère que vous êtes solidaire et qu'il faut alléger la personne qui gagne le plus car elle prend en charge sa conjointe. Je dis conjointe parce que dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus et qu'en moyenne, il y a 40% d'écart de revenus en France. Donc il faut aussi être intelligent et se dire que, alors certes, ils veulent alléger la personne qui prend en charge une autre personne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rémunération, les hommes perçoivent plus que les femmes. À mon avis, pour être plus équitable, il faudrait utiliser le taux individualisé et qui permet du coup pour les deux personnes d'avoir une convergence d'intérêts, tout simplement. Je continue l'article et c'est le dernier paragraphe. On est dans une société patriarcale où on a toujours fait comme ça. La réalité économique fait que les femmes s'appauvrissent dans leur couple, conclut Lucie Quillet. Mais aujourd'hui, les couples ont changé. Ils ne font pas forcément panier commun, ils se séparent. Et au risque de bousculer quelques clichés bien ancrés, la femme aussi peut gérer les comptes de son ménage. Donc voilà les deux articles que je voulais vous présenter. Je vous invite vraiment à les relire vous-même pour bien comprendre. Mais de manière générale, il y a plusieurs sujets qui se dégagent de ces deux articles-là. Le premier sujet, c'est que la femme s'appauvrit en cas de divorce. Le deuxième sujet, la femme doit aussi gérer les finances. Elle doit également avoir une culture financière et elle doit vraiment s'informer
sur tout ce qui est gestion financière et également gestion immobilière. Et moi, ce que je trouve intéressant, donc en troisièmement, je dirais que la femme, elle doit bâtir également son épargne et bâtir également son patrimoine immobilier, même si elle est mariée. Ça, c'est très important parce qu'en cas de divorce, parce que là, il parle de divorce, mais on ne parle pas de si la personne elle meurt. Mais si la personne elle meurt également, vous ne savez pas, il faut que vous aussi, vous ayez un patrimoine à offrir à votre enfant. Et j'irai même plus loin, qui vous dit que ça se trouve, c'est vous qui allez mourir. Donc de votre côté, évidemment, je ne vous le souhaite pas. Et je ne souhaite pas non plus à votre mari qui meurt. Mais également, si de votre côté, vous devez mourir, est-ce que tous vos comptes sont à jour? Est-ce que vous avez une assurance vie? Est-ce que vous avez mis un bénéficiaire dans votre assurance vie? Tout ça, c'est des questions que vous devez répondre. Si ce n'est pas le cas, faites une assurance vie. Si ce n'est pas le cas, mettez de l'argent de côté. Vraiment. Et comme je reviens du coup à la miniature de cette vidéo-là, il faut vraiment que vous ayez des priorités. Comme je le disais, si vous avez le budget pour skincare et le budget pour vous informer et développer votre intelligence financière, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas les moyens, il faut vraiment prioriser votre intelligence financière et votre gestion financière. Il faut vraiment prioriser cela. Je ferai une autre vidéo sur un peu le thème de, alors pas forcément skincare, mais de manière générale sur la surconsommation de produits cosmétiques. Parce que là encore, je trouve que ça commence à être un fléau et on vous détourne en fait des choses prioritaires. Certes, oui, c'est bien pour une femme, il faut savoir se maquiller, il faut savoir s'apprêter, bien s'habiller, être pimpante, etc. Mais il faut également que vous ayez vraiment une intelligence financière, comme je vous le disais. C'est tout pour moi. Je vous invite vivement à lire les 2 articles, à faire pause dans ma vidéo. Je vous invite à partager ma vidéo parce que franchement, c'est d'utilité publique. Partagez la vidéo un max avec vos sœurs, peu importe, vos amis. Si vous voyez qu'il y a des amis justement qui ne prêtent pas en considération les questions d'argent dans le couple, c'est vraiment important. Donc je vous invite vivement à partager cette vidéo-là parce que je pense que ça commence vraiment à être un fléau et on a cette pauvre mentalité de se focaliser uniquement sur l'aspect esthétique, etc. Mais il faut vraiment également vous axer sur toutes les problématiques financières. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un le fera pour vous. Et malheureusement, ça sera pour ses intérêts à lui et pas pour les vôtres. Voilà, je vous dis bye les DS.